RCN. Le son de la différence. Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Dialectique, votre émission hebdomadaire. Quel plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver en ce vendredi 13h en direct sur RCN 90.7. Aujourd'hui, dans Dialectique, nous allons parler de souvenirs, on va parler de mémoire de quartier, plus précisément de la ville de Vendeuvre. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Aurélie Picot, qui est chargée de mission patrimoniale et mémorielle pour la ville de Vendeuvre. Bonjour Aurélie. Bonjour. Et Juliette Régnier, qui est élue à la ville de Vendeuvre. Bonjour Juliette. Bonjour. Alors, tout d'abord, de quoi parle-t-on lorsqu'on évoque le terme mémoire de quartier ? On peut se dire que c'est large. En ce qui concerne la ville de Vendeuvre, Juliette, qu'en est-il ? Alors, c'est une vieille histoire, au sens que tout ce qui était mémoire m'a toujours intéressée. J'ai habité un vieux quartier Saint-Sébastien, dans lequel il y avait vraiment une forme de culture, une solidarité, une vie très importante, où il y avait des grosses familles, beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes très, ce qu'on appelle aujourd'hui démunies. On nous appelait à ce moment-là les sous-prolos. Donc tout de suite, ça vous situe. Et donc, c'est un peu particulier et j'ai trouvé que cette mémoire-là, il ne fallait pas la perdre. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai toujours écrit sur la mémoire. Et le jour où je me suis retrouvée en conseil municipal, on m'a proposé de travailler sur l'histoire locale de Vendeuvre. L'histoire, donc la mémoire de Vendeuvre. Donc, j'ai eu la chance, disons, pour moi, je crois que c'est une chance, parce que c'est tout un peuple qui fait l'histoire, et un peuple dont on n'a jamais parlé, ou au contraire qu'on rejette. Et je pense que c'est important qu'on en parle aujourd'hui. Vous avez ressenti ça, plus jeune, ce sentiment de rejet ? Ah, j'ai toujours, nous ne le vécu pas d'une manière comme on le vit aujourd'hui, parce que c'était des quartiers où on passait d'une rue à l'autre sous les bâtiments, dont il y avait des cours et il y avait une vie sociale, il y avait un collectif, on se rendrait service, il y avait des épiceries des quartiers, donc on allait avec un carnet, donc à la fin du mois on mangeait, donc il y avait toute une vie qu'on ne retrouve plus aujourd'hui et qu'on a complètement détruite le jour où on a construit des HLM. Et votre rapport avec la ville de Vendeuvre, on va se tutoyer, hein, Juliette, ton rapport avec oui, pas de problème. La ville de Vendeuvre, quel est-il ? Comment ? Ton rapport avec la ville de Vendeuvre, avec ces quartiers-là ? Avec le de Vendeuvre, je ne le connaissais pas, puisque Vendeuvre, à ce moment-là, il n'y avait que le village. Et là, actuellement, où il y a des bâtiments, il y avait des vaches. En quelle année, à peu près ? Dans les années 53. Même avant, puisque je suis née en 1934, j'ai 89 ans. Donc, vous voyez, ça vient de loin. Et à ce moment-là, les HLM n'existaient pas. Et on a vidé les villes de Nancy, on a vidé toutes les populations pauvres et on a construit des HLM et c'est comme ça que la Californie a été construite pour héberger justement les familles. Il y avait 1200 familles dans le quartier Saint-Sébastien avec beaucoup d'enfants qui ont rejoint les quartiers de la Californie à Jarville. Donc ça a été les premiers. Il y a aussi le Haut-du-Lièvre qui s'est créé dans cette époque-là et vous aviez aussi la chiennerie, ce qu'on appelle aujourd'hui le Placieux. Donc c'est tout l'environnement autour de Nancy. Il y a des quartiers qui se sont construits HLM pour accueillir ce type de population. Aurélie, alors toi, quel est ton rapport avec la ville de Vendeuvre ? Comment tu appréhendes ce travail sur la mémoire de quartier ? Alors en fait, moi, quand on m'a proposé le projet, quand Juliette m'a proposé le projet, moi j'ai tout de suite accepté parce que je suis une gosse d'HLM. Alors, j'ai pas grandi à Vendeuvre, mais j'ai grandi à la Croix-de-Metz, à Toul, et en banlieue parisienne, à Chelles. Et la vie dans les quartiers populaires, qu'on appelle populaires, qu'on dit populaires, je l'ai vécu, années 80, 90, et ça a été, moi, mes plus belles années, on va dire, et le projet me touche parce que mettre en valeur la mémoire des habitants de ces quartiers, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important. Ne pas les oublier, changer un peu l'image aussi
que l'on donne sur ces quartiers, que ce soit la Croix-de-Metz, Vendœuvre, le Haut-Dul, enfin voilà, on a toujours cette même image qui colle. Et Vendœuvre, voilà, c'était le projet, je l'ai pris à bras-le-corps. Et je me retrouve à Vendœuvre comme je me retrouve voilà, à la Croix-de-Metz, dans ces quartiers, entre ces tours, moi, qui sont pour moi des protections, on va dire. Je me sens bien avec des habitants passionnés, passionnants, et une grosse proximité, une grosse, une belle entraide, du partage, de la facilité aussi à parler et à communiquer. Et ça, c'est important. Donc, à partir de là, voilà, j'ai dit oui et voilà. Et sur le terrain, comment ce travail-là va se concrétiser? C'est-à-dire, comment, finalement, la mémoire va se mettre au service du présent et même du futur? Alors, en fait, l'idée, le projet de la ville, c'est de construire à terme un lieu donc mémoriel, urbain, citoyen, populaire, qu'on appelle l'îlot. Donc, on est à 2026-2027. Et en fait, pour construire ce lieu, on le construit avec les habitants. Sans eux, on ne peut rien faire. L'idée est donc de les rencontrer, de récolter leurs souvenirs, de les interroger, de les interviewer, qu'ils nous rappellent leurs meilleurs souvenirs, leurs arrivées aussi dans le quartier, de quel pays ils viennent, comment ils se sont intégrés, les associations, etc., pour avoir le plus de matière possible, puisque tous ces témoignages, tous ces souvenirs vont faire les collections de l'îlot. Et ça va nous permettre, puisque là, moi, je rencontre des habitants, donc ils sont là depuis les années 50, des premiers bâtiments, depuis les années 60-70, ils ont vu se construire Vendès, ils ont vu se construire les nations, etc. Et je prends aussi donc ces habitants-là, ces habitants qui viennent d'arriver, pour avoir vraiment une histoire la plus complète possible, pour comprendre le passé du quartier et bien envisager l'avenir, parce que voilà, on sait où l'on va, mais quand on sait d'où l'on vient, tout simplement. Donc à partir de là, c'est vraiment comprendre le passé pour mieux, voilà, on va dire, appréhender l'avenir. Et avec l'îlot, mettant en valeur cette mémoire, qu'elle soit immatérielle par les témoignages, qu'elle soit matérielle avec des objets, des dons qu'on va récupérer, c'est faire comprendre comment on vit dans ces grands ensembles, comment on vivait et comment on partageait, tout simplement. Et comment on fait pour plus tard, comment on imagine plus tard. Et cette collecte de matériel, de propos, elle va se faire où et quand, sur quelle période? Alors, elle a déjà commencé, on a déjà commencé depuis cet été à aller rencontrer les habitants, donc sur le terrain, en fait, dans la rue, au niveau Espace Copains, Pagode, MJC Étoile, lors des fêtes des associations, tout cela. Et là, depuis cet automne, donc moi, je rencontre les habitants, alors ça peut être chez eux, ça peut être à l'Espace Copains, ça peut être à la MJC Étoile, c'est aussi au Château du Charmois où je travaille. Je les rencontre où ils veulent pour plus de facilité pour eux et j'enregistre. Ça dure une demi-heure, ça dure 1h15, mais il y a cette mémoire-là et parallèlement, ils me rapportent des articles de journaux. Quel type d'objet j'allais demander justement? Alors j'ai beaucoup d'articles de journaux, j'ai des photos du parc Pouille avec les arbres tout petits, j'ai des photos de Vendœuvre sous la neige. Voilà, pour l'instant, c'est beaucoup de photos, beaucoup d'articles de journaux, sachant que voilà, l'îlot, on est en 2026-2027, donc j'ai le temps de récupérer encore des autres objets et ça commence tout doucement. Mais chaque personne rencontrée a toujours « Ah attends Aurélie, il y a un tel, j'ai ma voisine. » Et du coup, c'est 5 autres personnes à rencontrer et à témoigner. Donc c'est tentaculaire et c'est magique en fait. Finalement, là en ce moment, on se rend compte qu'il y a beaucoup de projets dans les quartiers autour de la mémoire. On a eu ici même, sur le quartier du Haut-du-Lièvre, un projet mené par une artiste grâce à une exposition qu'elle a faite en recueillant des souvenirs des personnes du quartier de tout âge. On a en ce moment aussi un projet qui est en train de se monter sur le Jarville, sur la mémoire du quartier. Là, il y a ce projet à Vendœuvre. En quoi ce sujet-là est-il indispensable pour comprendre les réalités qu'on traverse? Alors, c'est vrai que l'époque a changé du temps où je parlais tout à l'heure par rapport au quartier Saint-Sébastien. Par contre, il y a eu, et je dis toujours, que quand on démolit des bâtiments, on démolit la vie. Hein? Et c'est pas innocent. Disons, c'est tout un quartier, c'est toute une population qu'on a montré du doigt.
et qui fait que on n'a jamais tenu compte d'eux. Et je trouve que ce projet-là, comme parle Aurélie, de contact avec les personnes, elle nous donne aussi des idées de ce qu'elles veulent faire et de l'avenir qu'elles veulent construire. Et je pense, par exemple, moi, quand je parle du quartier Saint-Sébastien, nous avions du beau. Il y avait de la pauvreté, mais la pauvreté était dans la culture, parce que c'était un quartier où s'habitait Jean Lamour, par exemple. Donc vous aviez des portes sculptées, vous aviez des statues, vous aviez un environnement qui vous donnait un peu, disons, une envie du beau. Hein. Et je crois que dans l'îlot, c'est aussi un des projets dans l'avenir qu'on y mette aussi de la culture. J'ai remarqué que dans les bâtiments HLM, il n'y a pas du tout de sculpture artistique. On met toujours à l'extérieur, on ne met rien à l'intérieur. Donc dans l'avenir, c'est aussi ça, c'est mettre en lien cette population avec de la culture et avec le beau. Et ça, c'est les habitants, ils aspirent aussi à ça. Ils doivent dire aussi de quoi ils ont besoin pour demain. C'est pas la mémoire, c'est aussi la base pour la vie d'aujourd'hui. On ne peut pas revenir, on ne refera pas la même chose, mais ça peut être aussi des repères pour dire, ça c'est important dans la vie des personnes. Et ces personnes-là que tu rencontres, Aurélie, qu'est-ce qu'ils te disent, qu'est-ce qu'ils te racontent? Alors, on va pas rentrer dans les détails, mais sur les sujets, les thèmes abordés qui reviennent peut-être le plus souvent. Alors, alors, chaque personne est différente, mais les souvenirs se regroupent et moi, je retrouve ma vie aussi dans leurs souvenirs. C'est des problèmes, on va dire, d'ascenseur bloqué, c'est avec le vide d'ordures, c'est les fêtes, c'est le partage entre les voisins, il n'y a pas de sucre, il n'y a plus de sucre, on ne va pas aller au supermarché, on va aller voir la voisine, il y a une entraide de garder les enfants. Voilà, une maman travaille, c'est pas grave, la voisine du 8e, elle est là, elle va garder les gamins. C'est des souvenirs, en fait, ils ont quasiment, j'ai envie de dire, tous les mêmes souvenirs, ils ont tous la même mémoire. Et... il y a beaucoup les fêtes, beaucoup le partage revient, l'entraide, la richesse des différentes nationalités, les odeurs, la nourriture, ça revient beaucoup dans les cages d'escalier, les marchands ambulants qu'il y avait avant au pied des immeubles. Beaucoup me parlent du glacier en été qui venait, qui avait la petite clochette et que tous les gamins descendaient. Beaucoup me parlent aussi de... l'insalubrité aussi. On est là, les blattes, voilà, les blattes font partie des témoignages en permanence. Il y a les mauvais moments aussi. C'est un souvenir en appelle un autre et il y a pléthore de souvenirs, mais c'est beaucoup de bons moments et surtout de partage. En fait. Est-ce qu'il y a un souvenir particulier, qui t'a marqué, quelqu'un qui t'a raconté quelque chose où tu t'es dit attends là, je n'oublierai pas ce moment. Pour la mémoire, justement. Enfin, j'imagine que tu as l'embarras du choix sur ça. Oui, alors il y a des souvenirs très tristes. Il y a des souvenirs très tristes. Voilà, il y a des accidents, il y a des choses propres aux grandes deux tours. Voilà. Mais moi, ce qui me touche vraiment, c'est il y a eu un accident un jour et les habitants ont tous été choqués. Et en fait, ils ont créé un groupe pour se rassembler. Parce qu'en fait, ils ont compris que cette personne, elle était toute seule finalement au milieu de tous. Et malgré toute cette proximité, la personne n'allait pas bien. Donc en fait, ils ont décidé, les habitants, de se réunir régulièrement, juste pour discuter. Je trouve ça beau, cet acte-là, je le trouve très beau. Donc il y a beaucoup de moments assez forts, émouvants, drôles aussi. Et le vide d'ordures, par exemple. Voilà. Mais un qui m'a le plus marqué... non, j'en ai pas, parce que je commence à en avoir un bon petit paquet, là. Et ils sont émouvants. Ils sont vraiment émouvants, mais j'en ai pas un... peut-être celui-ci, peut-être celui du groupe qui a été constitué suite à cet accident. Et voilà, pour ne plus être tout seul et pouvoir s'entraider encore plus qu'il ne le faisait. Pardon. Ce côté solidarité ressort beaucoup à travers ce que tu dis. Ouais. Est-ce que toi, qui as vécu dans plusieurs quartiers, à la Croix de Metz, à Toul, à Chelles, là aujourd'hui, à Vendeuvre, en immersion, est-ce qu'il y a une particularité dans ce quartier-là de Vendeuvre, enfin dans cette ville ou dans les quartiers qui la constituent?
Par rapport aux autres. Par rapport aux autres quartiers que tu as pu observer, est-ce que quelque chose de spécial ou de différent se dégage ou peut-être pas? Est-ce que finalement on retrouve les mêmes éléments? Moi, je retrouve les mêmes éléments, les mêmes codes, la facilité de parler, la facilité de rencontrer les gens, les bonjours, l'ouverture d'esprit, vraiment. Je retrouve ça et c'est les mêmes histoires, les mêmes souvenirs, les mêmes lieux au final. Non, c'est vraiment une vraie, comment dire, une vraie... c'est une famille en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment des familles et on réagit comme une famille. On arrive dans le quartier. Moi, je suis arrivée dans le quartier chercher une association la dernière fois. Il pleuvait à seaux, je ne voyais plus rien. Il y a une dame qui m'a ouvert la porte d'un immeuble. Je n'ai rien demandé. Elle m'a venez. Bah, je dis oui, je cherche. Ah bah attendez, je vais vous emmener. Je ne la connaissais pas, elle ne me connaissait pas. Mais il y a ce lien tout de suite qui se crée dans les quartiers que j'ai vécu quand j'étais petite, que j'ai vécu à Chelles et quand je retourne à Chelles, c'est pareil. On se sent bien, on se sent, enfin voilà, moi je me sens, c'est pas du manque de respect, c'est vraiment de la complicité, de la familiarité, mais bon enfant, on s'aide, on s'entraide. Enfin voilà, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de recul. Il n'y a pas de distance. Ouais, non, voilà. Juliette? Oui, moi pour ajouter à ce que dit Aurélie, il y a une culture. Je me suis toujours battue en disant qu'il y a une culture ouvrière. Et cette culture de ce que parle Aurélie, c'est une culture de solidarité, il y a une histoire et une racine du collectif. Donc automatiquement, l'autre existe. Et je pense que c'est particulier. Moi, je suis de ce milieu-là. Je suis d'origine, sortie de l'école, j'avais peine à réécrire, parce que c'était pas du tout ça qui était important. Par contre, on a une culture très, très proche, très humaine. Et moi, j'appelle ça, et aussi de racines et d'histoire. Et j'appelle ça la culture ouvrière. Et quand on supprime les mots, on supprime les réalités. Hein? Et en ce qui concerne le projet, c'est aussi ça qu'on essaye de faire sortir. C'est de se dire que ce peuple-là existe et les mots n'ont pas le même sens. Parce que derrière un mot, on met une image, on met une réalité. Ce n'est pas de l'intellectuel. Donc automatiquement, les personnes se comprennent et s'entraident parce qu'on est vraiment un collectif. Et je pense qu'on le ressent d'une manière plus ou moins forte aujourd'hui, mais qui ne s'exprime pas. Et ce que dit Aurélie, c'est ça, cette solidarité dont on parle, c'est la culture que moi j'ai vécue quand j'étais gosse. Mais qui n'est pas bien la même, bien sûr, mais le fond est toujours le même. Et ce sujet-là de la mémoire, alors vous l'impulsez, mais comment les habitants s'en emparent? Et est-ce qu'ils s'en emparent vraiment? Est-ce qu'ils saisissent aussi, ils partagent cette importance pour ce thème? Alors, il y a une peur, je pense, parce Vendès, c'est un quartier qu'on regarde un peu de loin. C'est pas des gens intéressants. Moi, j'ai vécu dans un bâtiment à Vendeuve qu'on a supprimé pour faire de Brichambault, par exemple, un quartier résidentiel. Parce qu'on était un bâtiment, il y a beaucoup d'immigration, de familles pauvres, et on a voulu supprimer. Donc, on a un peu fait, on a complètement oublié cette culture-là, cette solidarité. Ça ne rentrait plus du tout, ça ne correspondait plus du tout avec le quartier, et le bâtiment a été détruit. Vous voyez, je crois qu'on a toujours rejeté ça, aujourd'hui encore plus qu'hier, alors que ça, il faut le faire ressortir. C'est toute cette richesse que les familles expriment, mais qu'on ne met pas sur le mot culture. C'est simplement on constate. Et rappeler ça, rappeler ses racines, ses solidarités, cette histoire collective, et me semble important. Histoire collective, solidarité, on en parle aujourd'hui à travers la mémoire et on va s'octroyer une pause musicale avec Jessie Reyes et son titre évocateur La Memoria. 13h, 14h, Dialectique sur RCN,
Lionel Courchinou. Et on est en direct sur RCN 90.7. On vient d'écouter le morceau de Chissy Reyes que j'ai écorché, dont j'ai écorché le titre, c'est La Memoria en espagnol. Et donc on parle de mémoire de quartier de Vendeuvre avec Aurélie Picot qui est chargée de mission patrimoniale et mémorielle et Juliette Régnier, élue à la ville de Vendeuvre. On a parlé tout à l'heure, Aurélie, tu as parlé du fait que tu étais admirative de la diversité, de la richesse en fait culturelle que les personnes apportaient et du melting pot en fait finalement que tu peux observer. Quelle est la place, et je vous poserai la question à toutes les deux, l'impact un peu de l'immigration, de ces différences-là qui s'agrègent autour d'un noyau presque familial dans ces quartiers-là. Comment on peut le décrire ? C'est des plus enrichissants. Enfin, moi, je l'ai connu depuis toute petite, voilà, aussi bien à la Croix-de-Metz et encore plus particulièrement donc à Chelles en banlieue, où, enfin, voilà, il y avait une multitude donc de nationalités comme on va retrouver à Vendeste et dans les autres quartiers, hein, au Haut-du-Lièvre. Et c'est alors nous, à l'époque, on n'avait pas de différence, on faisait pas de différence. Je parle dans les années 80, voilà, il n'y avait pas de différence. Et on s'enrichissait vraiment mutuellement parce que chacun allait apporter sa culture. Et je me souviens juste les odeurs de nourriture dans l'immeuble. Alors moi, j'habitais une barre où il y avait 15 entrées à 8 étages. Et moi, j'étais à peu près au milieu, on était à l'entrée numéro 7. Sur 8 étages, on savait qui cuisinait, voilà, on sentait la morue. Ah tiens, ça c'est les Portugais qui sont en train de faire à manger. Des fois ça sentait le curry, des fois ça sentait beaucoup la sauce tomate. Enfin, et c'était génial. Enfin, moi je trouvais qu'il y avait comment dire, une véritable ouverture d'esprit. Voilà, que je déplore un petit peu maintenant. Surtout avec les sujets qui traversent l'actualité. Voilà, tout à fait. Et ça, mais c'est comme ça qu'on se construit, en fait. On ne va pas se construire tout seul, on va se construire en étant à plusieurs et en étant différents. Enfin, pour moi, la différence, c'est une richesse. Et ça fonctionne au final. Et ça fonctionne, oui. Enfin, de ce que tu as pu observer dans les différents quartiers. Oui. Ah oui, complètement. C'est une véritable famille. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, les copains de l'école, c'était les copains de l'immeuble, c'était les copains avec qui j'étais les week-ends, avec qui on est... Enfin, c'était la famille, quoi. Il n'y avait pas les copains de l'école, les copains du cours de danse ou je ne sais quoi. On était tous ensemble tout le temps. Et ça fait la famille parce qu'il y avait les grands, il y avait les plus jeunes, il fallait prendre soin des plus jeunes, mais il y avait aussi les parents qui nous surveillaient. Enfin, voilà, depuis l'étage, voilà, depuis les balcons, nous on était en bas. Et il y avait vraiment une impression d'une énorme famille. Voilà. On se connaissait tous. Et même si la maman n'était pas là, si on faisait une bêtise, c'est pas grave. Il y avait la maman d'à côté qui nous rouspétait aussi. Donc en fait, c'était un peu... voilà, il y avait tout le monde s'occupait de tout le monde. Une éducation collective. C'est ça. C'est assez marrant. Enfin, marrant, c'est assez particulier parce qu'on a ce prisme-là. Toi, tu le vois... comme quelque chose d'hyper optimiste, d'hyper riche, quand tu évoques par exemple les odeurs à tel étage, etc. Et quand on met ça en effet miroir avec le discours qu'on peut avoir de Chirac dans les années 90 où il se plaignait du bruit et des odeurs, et c'est fou en fait, finalement, tout est une question de prisme. Là où Chirac pointait du doigt ces familles immigrées par leurs différences, toi tu dis non, au contraire, c'est ça qu'on recherche pour grandir. Moi j'aime l'être humain déjà, et chacun apporte quelque chose. C'est donnant-donnant, c'est du partage. Enfin, je veux dire, tu vas pas juste m'apporter merci, c'est gentil, au revoir. Moi, je vais te rendre l'appareil. Et ça, cette façon d'être, cette façon de penser, moi, je l'ai vécu. Je l'ai vraiment vécu. Et j'ai travaillé après à Toul, et donc je retravaillais à la Croix-de-Metz. Donc j'allais dans mon quartier. J'adorais. Je retrouvais mon quartier, je retrouvais mes habitudes. Et cette facilité d'être. Et oui, c'est une façon de voir les choses. Moi, je la vois de façon positive et optimiste. Mais parce que j'aime l'être humain aussi, parce que j'aime, voilà, chacun est riche et chacun peut donner à l'autre en échange. Une question de compréhension de la différence de l'autre. Ouais. Juliette, sur ce sujet-là, quels sont tes commentaires, comment tu... Alors, je rejoins ce que dit Aurélie. Moi, j'ai vécu comme ça aussi quand j'étais jeune. Et j'ai vécu un quartier où il y avait des juifs, beaucoup, parce qu'il y a eu des rafles d'ailleurs
très importante qu'on a fêtée au mois de mars, les 80 ans. Tu avais une dizaine d'années J'étais en 34, donc 34, quand la guerre a commencé, j'avais 6 ans. Donc j'ai vécu un peu toute cette période-là par rapport aux Juifs. Il y avait des Juifs et il y avait des musulmans, où on n'avait pas de différence, les femmes n'étaient pas voilées du tout. Mais il y avait vraiment cette identité malgré tout. Et je trouve que c'était, comme dit Aurélie, une richesse, mais on ne le percevait pas comme une richesse, parce que c'est des choses qu'on vivait tout naturellement. On ne disait pas celui-ci est un tel, celui-là est telle religion. On vivait, tout simplement, et on ne se posait pas des questions. Et il me semble que dans le projet d'aujourd'hui, par rapport à la mémoire qu'il faut qu'on rappelle, c'est important aussi de refaire l'histoire de l'immigration. Parce qu'il y a différents types d'immigration. Avant, en 85, l'immigration n'était pas la même que celle d'aujourd'hui. Donc il y a des raisons profondes qu'il faut comprendre aujourd'hui, mais qu'on ne se posait pas avant. Parce que c'était pas les mêmes réalités. Et il y avait, moi j'ai toujours vécu au milieu de familles immigrées. Par exemple, à l'Aubisque, j'étais dans le bâtiment où c'est moi qui faisais le papier avec les familles immigrées qui venaient d'Algérie, par exemple. Donc on s'entraidait parce que j'étais là et une et puis ils m'offraient on mangeait ensemble le couscous. Vous voyez, il y avait cet échange-là. On ne se posait pas la question que l'autre était musulman. C'était simplement parce qu'il n'y avait pas non plus de différence. On était habillés pareil, on avait la même maison et on se rencontrait dans les couloirs de la même manière et on se disait bonjour de la même manière. Vous voyez, je crois qu'il y a eu et c'est pour ça que l'histoire de l'immigration aujourd'hui, donc c'est un des projets, me semble important pour bien voir que c'est souvent, ça peut bien se passer, mais il y a des conditions. Alors, on va les voir, hein. Oui. On les verra après. Par rapport à ça, il y a cette crainte, il y a un sujet aussi qui est mis sur la table depuis le début du premier quinquennat de Macron, c'est le sujet du séparatisme. Et on pointe souvent du doigt les quartiers. Donc là, nous, on parlait avec un prisme de ces richesses qu'apporte l'immigration. Est-ce que de ce que vous avez observé, il y a une forme de séparatisme? C'est-à-dire que, est-ce que finalement, comme on peut l'entendre dans certains discours comme celui de Gérald Darmanin, dans les quartiers, des personnes restent entre elles dans un microcosme et finalement sont une famille qui ne se mélange pas aux personnes du centre-ville, par exemple. Oui, mais il y a beaucoup de communautarisme et ce communautarisme-là est mortel. Parce qu'on ne fait plus attention à l'autre, on vit entre soi. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien à partager. Et je trouve que c'est quelque chose de dommage, parce que ça peut être autrement. Mais ça veut dire aussi qu'on ait des valeurs communes, ces valeurs d'égalité. Moi, je travaille beaucoup sur les femmes, et cette valeur d'égalité entre les hommes et les femmes me semble essentielle aujourd'hui. Et que c'est un des aspects qu'il faudrait creuser pour mieux un vivre ensemble. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il me semble que la place de la femme, alors je suis très sensible à la question, puisque j'ai écrit un livre là-dessus, la place de la femme est quelque chose de vital aujourd'hui, et il me semble qu'elle est aussi instrumentalisée. Et ça n'aide pas non plus au vivre ensemble. Qu'est-ce que tu appelles communautarisme au final? Comment tu le définis? Je le définis par exemple, on se retrouve sur Vendôme, en été, les femmes sont tous entre elles, assises par terre, et n'accueillent pas. Mais nous, on ne va pas non plus vers. Hein? Et puis le communautarisme, c'est aussi, on a la vérité. C'est nous qui avons la vérité sur le plan religieux et sur le plan de la manière de vivre. Je crois qu'il y a les deux sens. Et à nous, on peut aller vers la personne, mais il n'y a pas cette volonté de ces populations de venir vers. Et je trouve que c'est ça le communautarisme, on ne partage plus. Donc finalement, il y a c'est le communautarisme, comme tu l'entends, c'est qui touche un peu les deux côtés. D'un côté, il y a des personnes qui ne vont pas vers ces gens qui vivent dans ces banlieues, et de l'autre côté, il y a l'effet inverse. Qu'est-ce qui crée moi, je parle beaucoup avec les femmes.
Hein, quand je suis au parc, je m'assois avec elles, puis je leur dis, expliquez-moi, j'aimerais comprendre. Parce que j'ai fait des formations sur l'islam. J'étais responsable régional des religions musulmans, donc ce n'est pas la religion qui se pose. Au contraire, je trouve que c'est bien et qu'il faut que leur donner les moyens de pouvoir pratiquer leur religion. Ceci dit, on a beaucoup de mal de discuter parce que souvent, ils ne parlent pas bien français. Mais par contre, il y en a une qui m'a dit « Vous permettez que je vous embrasse ?» parce que je rejoignais un peu leurs questions. Mais ça veut dire une compréhension des autres, mais en même temps, on n'a pas toujours le recul, le retour. Ils parlent beaucoup de liberté, mais ils ne parlent jamais d'égalité. Vous voyez, donc là, il y a des questions qui sont difficiles à expliquer, parce que là aussi, c'est toute une culture. Et on n'arrive pas beaucoup à partager là-dessus. Moi, j'ai un mal fou, alors que Dieu sait que je souhaite, parce que je pense, comme dit Aurélie, il faut qu'on partage, et c'est quand on discute, quand on partage, quand on échange, qu'on se connaît, hein, et qu'on comprend l'autre, sans le juger. Mais ça ne peut plus, c'est pas possible aujourd'hui. Qui se passait avant, on pouvait le faire. Et je pense que ça, c'est quelque chose. C'est pour ça que l'histoire de l'immigration, qu'on a l'intention de faire au sein de l'îlot, ça me semble très important, mais qu'on regarde à quel moment il y a eu cette difficulté d'échanger. Concernant le dialogue avec les personnes, toi, tu as été bien accueillie, sachant que tu n'es pas du quartier. Bah, en fait, alors... Il paraît que des fois, je parle un peu racaillou, on m'a dit. Donc, bon, voilà, moi, je me sens à l'aise et je sais aussi, adapter mon discours à la personne que j'ai en face de moi. Et par exemple, cet été, donc, on s'est promené dans le parc Pouille et aller voir les gens. Voilà, je m'adapte, je parle pas de la même manière à une maman qu'à un groupe d'ados. Mais à chaque fois, si on y va avec respect, si on parle aux gens avec respect, si on connaît leur code et si on les prend pas de haut, enfin quoi que ce soit, le lien, il se crée tout de suite. Et moi, je vois que, je me suis pas mal baladée dans Vendeste cet été, j'ai rencontré des femmes et je leur expliquais le projet, ce que j'espérais qu'elles me racontent. Et, ah bon, mais vous vous intéressez à nous ? Ce que je vis, ça vous intéresse ? Bah ouais, ça m'intéresse. Sans vous, je peux rien construire. Et leur donner un petit peu de valeur, leur redonner un petit peu de confiance et les valoriser, les écouter. Puis ils sont là, quoi. Enfin bon, faut pas les oublier. Et leur parler d'une façon pas alambiquée, voilà, tranquillement, respectueusement. Alors, avec les codes du quartier, d'accord, mais bon, en plus, ça les fait rigoler. Enfin, moi, je sais que les jeunes, on se claque les mains, il n'y a pas de souci et c'est top. Mais le lien, il se crée tout de suite. Il n'y a pas de problème. Et leur donner la parole et leur dire, voilà, j'ai besoin de vous pour raconter l'histoire du quartier, mais ils sont heureux comme pas deux. Enfin, ils sont valorisés. Ah bon, enfin... Finalement, c'est des personnes à qui on ne donne presque jamais la parole. Non, c'est ça. C'est ça. Donc déjà, elles ne comprennent pas. Donc je leur explique vraiment la démarche. Donc on est dans le cadre de la rénovation urbaine. Ça, ils ont bien calé. On est dans ces habitants, dans ces habitations, ces bâtiments que l'on déconstruit. Ça, ils le voient. Ça, c'est autour d'eux, il n'y a pas de souci. Et là, on les interroge, eux. Ben oui, parce que vous vivez là. Vous vivez au plein cœur. Vous voyez cette évolution. Et vous, votre bâtiment, il va être détruit. Vous allez être relogé. Comment vous le vivez, ça ? Donc, à part vous faire remplir des papiers ou je ne sais quoi, le côté émotion, le côté souvenir, vos gamins, ils ont grandi dans cet appartement-là. Vous avez peut-être déménagé parce que y en a eu un de plus, donc vous avez voulu avoir un F4 au lieu d'un F3. Vous connaissez, vous avez vécu vos plus beaux moments, vos peines. Les oubliez pas, quoi. Et là, moi, je leur donne la parole. Et ça, ils sont, c'est trop bien pour eux, ils sont contents, quoi. Ça me paraît juste normal et logique, hein. Et c'est pour ça que j'ai accepté le projet, parce que moi, je trouvais ça, ouais, quoi. Alors, on dit souvent que les lieux sont empreints des âmes des personnes qui y passent, qui y vivent. Moi, ce que j'ai pu constater, par exemple, sur les quartiers de Vendeuvre, c'est qu'il y a une unité, comme tu mentionnais précédemment, et il y a aussi un sentiment d'appartenance en fonction du quartier, du coin. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui disent pas « je viens de Vendeuvre », ils disent « je suis du Square, moi je suis de Vendeste, oui. Moi je suis des Nations ». Donc ça aussi, c'est assez... pas perturbant, mais il faut le souligner.
ce sentiment d'appartenance dans un contexte de rénovation urbaine, donc de relogement. Comment ils le vivent, ça? Alors, j'ai envie de dire, alors, certains le vivent très bien, d'autres accentuent le fait. Voilà, non, je suis de Vendeste. Voilà. Je veux rester à Vendeste. Je veux rester à Vendeste. Alors, j'irai pas ailleurs que Vendeste. Même traverser la rue, c'est trop loin. Donc, enfin, bon, voilà. Non, il y a une forte appartenance. Certains acceptent de partir et se détachent. D'autres, ça renforce. Moi, j'ai l'impression que ça renforce encore plus, justement, cette appartenance au quartier pour tout ce qu'ils y ont vécu, parce que, voilà, c'est leur vie. Et ce qui est bien, à Vendeuvre, c'est que Vendeste, en fait, c'est, comment dire, il y a tout à proximité. Donc, c'est pas une banlieue excentrée. On est en pleine ville. Ils ont tout à proximité. Le tram qui passe avant les travaux en plein milieu. Voilà, ils ont les médecins, ils ont les commerces, ils ont tout. Donc, le grand parc. Voilà. Pour ceux qui ne veulent pas aller jusqu'à la Pépinière. Voilà. Donc, pour certains, toute leur vie est là. Donc, les emmener ailleurs, ça va être plus compliqué. D'autres le prennent très bien, d'autres le vivent moins bien, et il y a une appartenance. Après, j'ai envie de dire, c'est comme quand on est passé de Lorraine, etc., à Grand Est, il y en a qui revendiquent encore. Non, je suis de Lorraine, je suis pas... Enfin, voilà, c'est tout simplement. L'appartenance, elle est forte, oui. Ce sentiment d'appartenance-là, toi, Juliette, tu le rattaches à une... et là, je parlais de mémoire, à peut-être une forme d'oubli, en tout cas de déliquescence du sentiment d'appartenance à la classe ouvrière. Parce que pour toi, c'est d'abord une histoire de classe sociale qui rassemble les personnes. C'est pas les personnes qui oublient. Les personnes, elles le vivent. Mais elles ne l'expriment plus, dans le sens qu'aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, on a supprimé. Et on dit populaire. Moi, je me bats un peu contre ça. Parce que populaire, ça n'a pas de racines, ça n'a pas d'histoire. C'est le peuple, quoi. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui... Ils n'ont plus ces repères collectifs. Populaire, c'est un peu réduit. On réduit un peu l'histoire et la vie des gens. Par contre, les réalités restent. Et sont toujours, comme on disait tout à l'heure, aussi solidaires et avec des aspirations d'avenir, de vivre autrement. Et c'est plus la forme de lutte qu'on avait pour se battre, pour acquérir des droits, parce que on a pu aujourd'hui des organisations collectives, syndicales, politiques qui sont plus très proches. Il y a une individualisation. Voilà, et c'est le monde un peu d'individualité. Donc ça n'est plus exprimé, mais c'est encore, comme dit Aurélie, vécu. Et ça, c'est pas retenu aujourd'hui. C'est pour ça, c'est une des raisons, à mon avis, qu'on a un regard très négatif sur le quartier Vendeste. C'est qu'on n'a plus retenu ces collectifs-là. Et ces valeurs collectives. Si vous n'entrez pas dans certains cadres de l'économie, un cadre des savoirs, un cadre de paraître, vous n'existez plus. Alors que c'est encore vécu. Et je pense que ça vient de ce manque d'organisation collective, syndicale, politique. Pourquoi les gens vont vers Le Pen, c'est pas innocent. C'est parce qu'il n'y a plus cette identité reconnue. On parle de valorisation de quartier. Il y a un artiste qui a grandi en banlieue parisienne, comme toi Aurélie, qui s'appelle Dinos et qui valorise son Tiécar, même s'il l'a quitté. Dinos. Jusqu'à 14h. Dialectique sur RCN. Et on est en direct sur RCN 90.7. On vient d'écouter Dinos qui parle de Tiécar, et nous aussi on parle de Tiécar et de la mémoire de quartier de Vendeuvre avec Aurélie Picot, chargée de mission patrimoniale et mémorielle, et Juliette Régnier, élue à la ville de Vendeuvre. On parlait de toutes ces culture qui se rassemble autour de valeurs familiales, de valeurs d'échange, de partage. Aurélie, est-ce qu'il existe finalement une culture de quartier, une culture de ville? Est-ce qu'on peut parler en ces termes-là? Oui, mais alors elle est naturelle en fait. Elle est, on est avec, on grandit avec. Voilà, on l'apprend sur le terrain. Et mais c'est une des cultures les plus ouvertes en fait que j'ai eu l'occasion de rencontrer, et chacun apporte. C'est une culture qui se construit en fait. C'est vraiment une culture du collectif, vraiment. Voilà, oui.
Et toi, Juliette, est-ce que tu peux parler en termes de culture de quartier? Je ne sais pas trop comment répondre là-dessus. C'est une question qu'on a déjà dit, que j'ai dit déjà tout à l'heure. C'est quand on a détruit des bâtiments, des quartiers entiers, je l'ai dit au départ, on a complètement coupé toute une vie. On a complètement déraciné des personnes et on s'est retrouvés sous prétexte d'avoir une salle de bain, parce qu'avant, on se lavait dans une lessiveuse, hein. On a pensé à la place des personnes. On a voulu donner ce bien-être sans leur demander leur avis. Alors, c'est pas forcément ça qu'ils avaient demandé au départ. Alors, c'est bien que tout le monde profite disons, des évolutions sur le plan de la toilette, sur le plan des réalités de vie. C'est important, il faut que tout le monde ait les mêmes droits. Mais en même temps, on n'a pas du tout tenu compte des réalités que vivaient les gens et on leur a rien demandé. On a pensé pour eux. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le quartier Vendès, il y a aussi ça, et puis d'autres quartiers, dans tout un peuple là, on pense pour eux. Vous êtes des pauvres, donc on va vous donner. Mais on n'a pas forcément demandé en retour quelque chose comme responsabilité. C'est l'implication peut-être, voilà, de la personne. Moi, quand j'étais adjointe au maire d'Action sociale, mon slogan, c'était plutôt que l'assistance, développons la responsabilité. Vous voyez, parce que je pense qu'on a aussi pas demandé, on n'a pas de tout sollicité les personnes. Alors, on fait du bien, on fait à leur place, mais résultat, aujourd'hui, eh bien, il ne faut pas s'étonner si les gens ne s'engagent plus. Je parle sur le plan collectif, je ne parle pas sur le plan interpersonnel. Comme parlait tout à l'heure, les gens s'entraident. Mais on ne va plus demander collectivement. Parce qu'on se penche vers les pauvres. Le mot pauvre, je ne supporte pas. Parce que je me dis, c'est un mot, disons, on se penche, oui, on se penche. On est très, très gentil avec, mais on ne permet pas la responsabilité. Il est réducteur parce qu'il se limite à une pauvreté économique et non pas à une pauvreté intellectuelle. Et parfois, dans pauvre, on peut avoir l'amalgame de tout ça, alors que normalement, on parle juste de moyens. Voilà. Et on n'est pas forcément pauvre parce qu'on n'a pas d'instruction. Parce qu'on a, comme tout à l'heure, je disais, c'est une autre culture. Moi, je suis autodidacte grâce à mes engagements. C'est dans les engagements et dans la vie, c'est grâce aux autres que je suis ce que je suis. Hein. Et si bien que ça, c'est sacrément important de rappeler aux gens à qui on donne, en même temps, ils sont aussi responsables. Et ils doivent aussi s'engager et participer. Et ça, je crois que là-dessus, on a privilégié les collectifs pour une forme de population, les populations plus riches, plus cultivées intellectuellement, qui ont fait des études, mais il n'y a pas que ça, la culture. Et on n'a pas demandé, oui, on ne sollicite pas. Je suis étonnée de voir des associations que je respecte, parce que je pense qu'ils font aussi un bon travail, mais en même temps, je leur dis, mais qui de ces populations-là sont dans le conseil d'administration? Il n'y en a pas. Un manque de représentation. De représenter les autres. Et ça, il me semble que c'est quelque chose qui manque. Parce qu'on ne sollicite pas, on donne. On assiste. Et je ne suis pas contre l'aide. Bien au contraire, j'étais moi-même travailleur social. Donc je suis d'accord. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on leur demande ? À quoi on fait appel? Parce qu'ils ont des capacités, des possibilités, des manières d'évoluer aussi. Et ça, on ne fait pas suffisamment appel. Alors, tu as eu un autre slogan, je me permets, hein, oui. Voilà, devant nos caméras, ce livre n'abandonne jamais, de Juliette Régnier. Alors, tu dis, chacun cherche sa route, nous cherchons la nôtre, et nous pensons que le jour où le règne de la liberté et de l'égalité sera arrivé, le genre humain sera heureux. C'est une phrase de Louise Michel. Oui. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce livre-là ? Alors,
j'ai écrit donc sur le vieux quartier Saint-Sébastien parce que justement, je voulais aussi que cette mémoire reste. C'était le but du bouquin où j'ai rappelé toute cette vie d'un peuple. C'était parce que je me dis, il ne faut pas oublier ces valeurs humaines et collectives. C'est la raison de mon premier bouquin, qui va dans la suite de ce qu'on dit en ce moment. Le deuxième, je disais toujours à des copains, moi, je n'abandonne pas. Et un jour, on m'a dit, écoute, il faut que tu écrives là-dessus. Et du coup, je me suis rendu compte que si je n'abandonnais pas, c'est aussi grâce aux autres, parce que j'avais des convictions. Et des convictions de bâtir un monde meilleur. Mais avec ce qu'on a vécu, sans oublier ce qui a été vécu avant. Mais ce monde meilleur-là est possible, mais on ne peut pas le faire tout seul. Donc je me suis engagée. Et j'ai une chance inouïe dans ma vie, et qui a fait ce que je suis aujourd'hui, c'est que j'ai rencontré un mouvement, la jeunesse ouvrière chrétienne. Et le slogan de la JOC, c'était « Un jeune travailleur vaut plus que tout l'or du monde ». Et ça m'a boosté. Et je me suis dit, d'accord, mais alors qu'est-ce que je fais, moi, au milieu de tout ça? Est-ce que je participe? Alors qu'avant, je ne parlais pas, j'étais timide. Et c'est grâce à ce mouvement-là qu'on m'a dit, mais t'as une valeur. Et cette valeur-là m'a projeté dans des engagements syndicaux, politiques. J'ai tout, si bien que à la mesure où je me suis engagée, j'ai dû chercher, réfléchir, débattre. Et ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Donc c'est grâce aux autres, et c'est grâce à ça que je suis ce que je suis. Et dans ce livre-là, j'ai voulu rappeler ça pour dire aux jeunes, engagez-vous et vous serez heureux. Parce que j'estime que j'étais très heureuse. Parce que je me suis engagée. Et c'est pour ça que j'ai sorti mon deuxième bouquin. Donc on redonne bien. On donne un chapitre très important sur l'obisque. C'est le chapitre le plus long, parce que c'est là qu'on s'est plus battu et dont on a parlé tout à l'heure pour la mémoire. Parce que si j'avais pas rencontré ce mouvement, j'aurais pas rencontré les autres, puis j'aurais pas eu envie de changer le monde. Et j'ai 89 ans et je crois que je peux encore le changer. Eh bien, on te le souhaite. Pour terminer cette émission, Aurélie, comment tu imagines la concrétisation de ce projet, l'évolution, et puis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Alors, l'îlot, déjà, on est en dur, sera construit donc, et ouvert au public. On est sur l'horizon 2026-2027. On sera dans un bâtiment qui regroupera donc la future MJC Étoile et une fabrique des possibles avec beaucoup de numérique. L'idée, c'est vraiment de créer un lieu urbain dynamique, un repère pour les habitants, un lieu ouvert où on peut passer de la MJC, faire un tour au numérique, aller voir un petit peu à l'îlot. Et dans l'îlot précisément, je veux mettre en valeur donc des expositions permanentes, comment on vivait donc à telle époque dans les grands ensembles avec des objets qu'on va nous avoir ramenés, des expositions temporaires pour mettre en avant les talents des habitants. Il y a des habitants qui peignent, il y a des habitants qui sculptent. Voilà, leur donner une vitrine, leur permettre d'exposer. Il y aura un laboratoire de recherche aussi avec l'Université de Lorraine où histoire, géographie, sciences humaines, sciences sociales, pour travailler justement sur l'histoire du quartier, l'histoire des grands ensembles, l'histoire de l'immigration, faire de la vulgarisation auprès du public. Il y aura des activités, construis ton quartier, des choses comme ça pour les enfants, des conférences, des projections, mais vraiment un lieu ouvert à tous, résolument urbain, citoyen, populaire, dans le bon sens du terme, où on peut tous communiquer et mettant vraiment en valeur la mémoire des habitants donc de Vend'Est, de Vendeuvre, des quartiers, en fait. Très bien, eh bien. Puis changer l'image. Voilà, c'est un projet qu'on va suivre avec une attention particulière sur RCN. Je vous remercie, Aurélie. Je rappelle que tu es chargée de mission patrimoniale et mémorielle. Et merci à toi aussi, Juliette, élue de la ville de Vendeuvre. Et puis, quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour la dernière de l'année déjà. Ça passe vite sur RCN. RCN, www.rcn-radio.org